Hop, Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de HDR et des nouveaux outils HDR dans DaVinci Resolve 17. Et Olivier, pour ceux qui ont l'habitude maintenant de nous suivre là depuis 2 ans qu'on fait ces petits séminaires, sera notre host habituel. ouais, Il est prêt, il est dans les starting blocks. parti. Donc Olivier, je te passe le... Alors, c'est à les- moi. Il faut juste que je trouve l'endroit où je partage mon écran. Paf, hein, Voilà, exactement. et clac. Voilà, vous voyez tous mon écran, j'espère. Ben, bonjour et bienvenue. Le webinaire aujourd'hui, c'est de comprendre le HDR et le réglage de Resolve pour travailler en HDR proprement. Du coup, effectivement, ça, ce sera avec la dernière version, la version 17 et même la 17.2 qui est sortie la semaine dernière. Alors, bien évidemment, on va se poser d'abord une question, c'est qu'est-ce que le HDR? Alors, le HDR, il faut que je bouge ça, clac. Alors, la diffusion HDR, elle est arrivée effectivement, comme vous pouvez le lire, grâce à l'évolution des télés, d'accord, et non celle des caméras, parce que les caméras, elles, avaient une dynamique de captation déjà très grande, alors que les télés ne l'avaient pas. Donc, on a augmenté la dynamique surtout par le haut, hein, par la luminance max des télés. Et donc il a fallu à un moment donné que tout ça soit cadré, et c'est comme ça qu'est arrivé le HDR. Globalement, effectivement, souvent on se dit qu'une télé HDR c'est la même chose qu'une télé SDR mais en plus lumineux. Et c'est pas forcément le cas. On a vraiment une plus grande dynamique, et on a une plus grande dynamique aussi vers les noirs. On va voir ça un peu dans Resolve. Et pas forcément dans les hautes lumières. Leur luminosité max est mesurée en candela par mètre carré, ou autrement appelé les nits. Donc historiquement, les télés HD qui sont du SDR pour Standard Dynamic Range ont une luminosité de 100 nits, alors que les télés HDR peuvent avoir une luminosité max de 1000 nits, voire peut-être dans un futur de 10 000 nits, puisque la norme le permet. Et on va le voir lors de ce webinaire, toute la problématique, c'est le peuvent atteindre. Alors, le HDR, c'est aussi un espace colorimétrique spécifique. L'espace colorimétrique, c'est quelque chose qui a, on va dire, deux composantes, de la chromie et de la luminance, d'accord. Et on va commencer, je préfère commencer par tout ce qui est chromie, et donc la composante de chrominance des espaces colorimétriques, on va les représenter avec des gamutes. Le gamut REC 709, qui est utilisé dans l'espace colorimétrique SDR, la norme HD, d'accord, est souvent utilisé pour une diffusion en 8 bits. Ce qui n'est pas forcément très bête, vu que le gamut est pas forcément très grand, d'accord. Donc, s'il n'y a que quelques millions de nuances dans ce petit gamut, ça peut fonctionner. Donc le HDR a une dynamique plus grande, et il y a aussi un espace colorimétrique plus grand. D'accord. Donc il va utiliser des gamutes un peu plus grands que celui du REC 709. Il va utiliser le P3D65. Donc le P3D65 qui a un gamut plus grand que celui que le REC 709, qui a les mêmes primaire, donc le bleu, le rouge et le vert que celui du cinéma, mais qui n'a pas le même point rouge, donc il a le même point blanc, pardon, et qui a le même point blanc par contre que celui du REC 709. Vous avez peut-être déjà entendu le P3 pour le cinéma, mais là c'est un P3D65 avec un point blanc qui est le même que celui du REC 709,
alors que le gamut du cinéma a un point blanc un peu moins chaud et un peu plus vert en fait. Voilà. Et il y a un autre gamut qui est utilisé en HDR et par la norme HDR, c'est le gamut Regma 20 qui est en fait le gamut donc de la norme Ultra HD, qui est un énorme gamut qui a ses primaires sur le spectral locus, donc qui se trouve ici. Tac. Voilà. Effectivement, hein, donc le gamut Reg 2020 est donc le gamut de la norme Ultra HD et de la norme aussi utilisée en HDR. Alors on va voir que la norme HDR n'est pas forcément utilisée, et donc aussi utilisée pour les télé 8K. À grand gamut, grande profondeur, puisque bien évidemment, donc on voit que la plage de chrominance, et on va le voir ensuite, la plage de luminance devient beaucoup plus importante. Il va falloir avoir une quantification, une précision beaucoup plus importante, et donc une profondeur plus importante. Et donc on aura pour la diffusion un minimum de 10 bits, minimum. Et des fois en masterisation, on va masteriser ou exporter en 12 bits. Dû au fait que l'espace colorimétrique étant beaucoup plus grand, si on veut toujours avoir cette précision entre 2 nuances de luminance ou 2 nuances de chrominance, donc 2 nuances de couleur, il va falloir augmenter la profondeur. D'accord ? Donc du HDR en 8 bits, ça n'a aucun sens. Passons à la luminance, et donc on a aussi une petite représentation de ce qu'est la luminance. Donc, qu'est-ce que peut voir notre œil ? Notre œil peut voir quasiment l'intégralité de ce que, en termes de luminance, on a dans le monde réel. Donc on voit que ça va dans une dynamique, donc une plage gigantesque entre le soleil, regardé de manière directe, qui nous fait mal à l'œil d'ailleurs, à la nuit étoilée, qui est vraiment très faible en termes de luminance. Et notre œil va avoir une certaine dynamique. Bien évidemment, il n'existe pas de situation où on est en pleine nuit et on a le soleil directement dans l'œil. Donc on n'atteint jamais des dynamiques gigantesques, mais notre vision va permettre de se balader dans cette gigantesque dynamique de la vision nocturne et la vision diurne, d'accord ? Et on a quand même une dynamique instantanée de l'œil qui est assez importante. Et le but du HDR, c'est de toujours essayer d'aller techniquement, d'aller vers ce que l'œil est capable de faire d'un point de vue instantané, d'accord ? On remarque donc que la télé à SDR avait une plus faible dynamique et des blancs moins lumineux, et que la télé HDR essaye d'augmenter la dynamique et a des éléments lumineux plus importants qui peuvent monter jusqu'à 1000 nits. Notez que cette dynamique qui est plus grande, et on le voit sur le schéma ici, on a une plus grande dynamique en HDR, pas seulement à cause des blancs, mais bien aussi à cause des noirs. D'accord ? En comparaison dans ce graphe, on voit aussi que donc, le cinéma a des blancs beaucoup plus faibles. Je tiens à rappeler que cette unité de nits, c'est des candela par mètre carré, et donc il faut prendre en compte la taille de l'écran, et au cinéma, la taille de l'écran étant tellement énorme, même si on a 48 nits dans les blancs, on reçoit une quantité de lumière dans nos yeux due à la taille de l'écran. Donc on n'a pas du tout une sensation de faible luminosité. Hop. Alors, cette slide est vraiment juste pour illustrer un peu toujours ce propos que Blackmagic essaye de montrer, et qui va contre un discours marketing, puisqu'on va essayer de créer du contenu HDR et étalonner du contenu HDR. Et donc, effectivement, on peut avoir des moniteurs HDR qui dépassent la norme des 100 nits, d'accord ? Donc,
prenons un cas fou où on a un moniteur SDR en 600 nits et un moniteur HDR en 600 nits. La différence va se faire dans les noirs, d'accord? Et ce gain de dynamique que l'on va avoir en HDR va surtout se faire dans les basses lumières, et on va gagner du détail dans les basses lumières. Alors, pour ce qui s'agit de la luminance, effectivement, on avait les gamutes pour la chrominance, et pour la luminance, on va avoir donc le gamma, ou le petit nom bien technique du gamma, c'est donc le OTF pour Electro Optical Transfer Function. Grosso modo, la lumière va être, au moment de l'encodage, va être quantifiée, et elle va être mise en valeur codée dans le fichier, dans le fichier dans lequel on le stocke, ou dans le tuyau dans lequel on le trimballe, notamment le SDI ou le HDMI, d'accord? Et donc, on passe de la lumière vers les valeurs codées avec une Optical Electro Transfer Function au moment de l'encodage, et au moment du décodage, on réapplique une autre fonction, donc Electro Optical Transfer Function, pour transformer ces valeurs codées en lumière. Bien évidemment, si on ne travaille pas les valeurs codées, donc si on ne fait pas de travail de post-production, pour voir correctement la scène, il faut que le OTF et l'OETF et le OTF soient inverses pour avoir une vision correcte de ce qui a été filmé. D'accord ? Alors, il y a plusieurs fonctions de transfert. Alors, je dis gamma, pourquoi j'anticipe sur ce que je vais vous montrer après, parce que, grosso modo, dans Resolve, vous verrez jamais le mot OETF, vous verrez gamma, d'accord, dans certains réglages. Je fais un petit aparté aussi ici, donc je vais vous montrer pendant le webinar Resolve avec l'interface en anglais, et donc on va avoir je vais avoir un double discours, parce que moi je parle donc d'espaces colorimétriques qui sont composés d'un gamut et d'un gamma, et en anglais l'espace colorimétrique s'appelle color space, et le gamut en anglais s'appelle aussi color space. Donc ils ont un seul mot pour désigner deux choses, et des fois on s'en mêle les pinceaux quand on regarde l'interface en anglais. L'interface en français a été traduite de manière plus intelligente et fait bien le distinguo entre espace colorimétrique, gamut, gamma, et ce qui n'est pas le cas en anglais. Donc c'est simplement, les OTF, ce sont les gammas des espaces colorimétriques. Donc l'OTF des HD, c'est le OTF des écrans plats SDR. Donc pour les petits geeks, c'est la norme BT1886, et elle est utilisée dans ce qu'on appelle le RAC 709 un peu partout, d'accord. Donc c'est le fameux gamma de 4, et elle a été conçue pour la norme SDR, et la norme SDR, elle n'a jamais pensé que l'écran pouvait dépasser les 100 nits. Et même avec un signal supérieur à 10 bits, on peut avoir du banding si on s'amuse à faire un SDR, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à 600 nits. Comme cette fonction de transfert n'a pas été pensée pour être précise dans les hautes lumières, si virtuellement on prend un signal SDR et qu'on l'affiche sur un écran 600 nits, on verra apparaître du banding, même en 10 bits. Et du coup, le SMPTE, pour la norme HDR, a développé un nouveau gamma, une nouvelle OTF, d'accord, qui s'appelle la ST2084, et c'est comme ça qu'elle est nommée dans Resolve. Donc le gamma ST2084 a une dynamique, une plage allant de 0,00005 nits à 10 000 nits. Donc une grande dynamique pour le coup, HDR. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ce gamma ST2084 suit fidèlement la sensibilité du contraste de l'œil.
Et si on veut expliquer ça, c'est que grosso modo, dans les valeurs codées de la luminosité du ST2084, il n'y a pas donc de valeur codée que l'œil ne verra pas. Donc on ne va pas enregistrer des valeurs en trop, c'est vraiment fait pour la diffusion. Et inversement, il ne va pas y avoir des pseudo-effets d'escalier parce qu'il manque des valeurs. On suit exactement ce que l'œil est capable de voir. On va essayer de coller au maximum pour que chaque valeur codée, chaque valeur dans le fichier de luminance ait un impact visuel sur l'œil. Et du coup, cette courbe s'appelle PQ pour Perceptual Quantizer, ce que je viens de vous dire. Donc c'est une quantification perceptuelle de l'œil humain. Il y a un autre gamma utilisé pour la norme HDR qui s'appelle l'hybride log gamma, qui a été créé par la BBC et donc en Angleterre et la NHK au Japon, si je ne me trompe pas, qui a carrément une autre approche. Aussi bien le gamma ST2084 va essayer d'être très très propre, donc, pour du contenu qualitatif, mais en termes de compatibilité, si je prends du contenu encodé, donc de la luminance encodée en ST2084 et que j'essaie de l'afficher sur une télé qui n'est pas HDR, c'est très enterré, c'est-à-dire que si ce n'est pas décodé avec la bonne OTF, on ne voit rien. Et l'idée de l'hybride log gamma, c'est d'avoir une compatibilité avec les télés qui ne sont pas HDR ou un peu HDR, d'accord ? Donc, bien évidemment, on n'est plus dans d'un perceptual quantizer. Là, on va avoir quelque chose qui va essayer de ressembler à donc la courbe de SDR entre 0 et 100 nits. Puis après, une courbe log spécifique qui va essayer d'être au plus propre dans les hautes lumières, mais qui le sera moins forcément que le PQ. Par contre, ce contenu-là pourra être vu sur plusieurs moniteurs, que ce soit des moniteurs HDR ou des moniteurs SDR. Donc, si on prend Resolve, si on veut travailler en HDR dans Resolve, on prend nos sources, on les met dans Resolve. Le mieux, c'est en utilisant un color management, soit le RCM, donc celui de Resolve, soit ESIZ. Mais tout à l'heure, je vous montrerai effectivement que on peut ne pas utiliser le color management. Ça fait partie du webinaire, je vais vous le montrer. C'est pas recommandé, mais voilà, on le verra. Et donc, dans le color management, on dira en espace colorimétrique de sortie que l'on veut sortir soit un gamma ST2084. Alors, petite nuance, il faudra, ici je l'ai marqué, c'est marqué le ST2084, on va dire la luminance max du moniteur ou du HLG, d'accord ? Donc les deux gamma dont je viens de vous parler. Et ensuite aussi les deux gammutes dont j'ai parlé précédemment, le P3D65 ou le REG 2020. Bien évidemment, il faut que l'écran soit réglé de la même manière. Et on pourra ainsi voir correctement le contenu HDR, l'étalonnage HDR de Resolve sur le moniteur de monitoring. Alors, la problématique, c'est que, bien évidemment, on a plusieurs gammas, on a plusieurs gammutes, et il y a plusieurs formats de fichiers HDR qui suivent certaines normes. Évidemment, tout n'est pas aussi rose, il n'y a pas qu'un seul format, et il y en a 4. Il y a le format Dolby Vision, le HDR10+, développé par Samsung, le HDR10 et l'hybride log gamma. Il faut savoir que les trois premiers utilisent le gamma ST2084 et bien évidemment le format hybride log gamma utilise son propre gamma, éponyme, le HLG. En termes de gammutes,
Dolby Vision, qui au début suivait la norme HDR, la règle 2100, et utilisait un gamut règle 2020, a fait un peu marche arrière depuis, ce qui n'est pas forcément bête, et on va le voir un peu par la suite, et va utiliser le gamut P3 D65. Inversement, les autres normes vont suivre strictement la norme HDR règle 2100 et vont garder un gamut règle 2020. On pourrait imaginer que dans un futur, Dolby passe au gamut règle 2020, comme on pourrait imaginer que les autres normes utilisent le P3 D65. Bon, c'est moins probable. On peut même utiliser le HLG avec un gamut règle 709 si on le voulait, dû au gamma rétro-compatible. Alors, on va voir comment on peut travailler ça dans Resolve. Donc, je vais passer dans Resolve. Paf, paf, paf. Alors, je suis pour l'instant dans un projet absolument pas réglé. Il y a quelques plans dans une timeline. Et on va voir les différentes méthodes pour travailler, donc sortir un signal HDR vers mon moniteur. Alors, bien évidemment, il va y avoir une grosse problématique pour ce webinaire, c'est que vous ne voyez pas le moniteur HDR qu'il y a derrière Resolve. D'ailleurs, j'en ai pas chez moi. Et du coup, ce que vous allez voir sur mon viewer, c'est donc du contenu HDR qui est représenté, donc tone mappé, on va parler de tone mapping d'ailleurs, qui est tone mappé sur mon écran d'ordinateur qui n'est pas du tout HDR. D'accord ? Donc il ne faudra pas trop s'inquiéter de ce que vous voyez dans mon viewer, et on va plutôt se focaliser sur ce que l'on voit ici dans les scopes. D'accord ? Donc, premièrement, je vais passer mes scopes avec dans les 3 petits points en HDR. Donc en fait, ça change juste l'échelle, hein, ça ne change pas la représentation. Et on va regarder, donc, si je retourne sur ma slide, en fait, on a 4 modes pour travailler en HDR, donc présentés. Il y en a 2, les premiers avec des LUT et des nodes, c'est sans color management. Et les 2 suivants, le Resolve Color Management ou aussi donc avec color management. Donc on va commencer avec les LUT, qui est sans doute la méthode la moins qualitative, mais qui peut éventuellement fonctionner. Alors pour ça, je retourne ici dans les réglages de mon projet. Je vais rester en HD. Pour l'instant, ça n'a pas d'influence puisqu'on travaille sur l'espace colorimétrique. Et dans le color management, ici, il faut bien se dire que si je suis en Color Science DaVinci YRGB, je n'ai pas de color management. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les valeurs codées qui rentrent, si j'y touche pas, elles ressortent exactement de la même manière. Okay ? Et bien évidemment, il va falloir les transformer à la main, puisque c'est ce que fait un color management. Alors, excusez-moi, je retourne dans mon... Donc ici, comme j'ai des BRAW, des Blackmagic Raw, pour travailler avec les LUT, le plus simple étant de passer la débayorisation en manuel, donc en projet, et demander que le gamma de débayorisation de mes fichiers ne soit pas celui indiqué, mais on va prendre celui du Rec 709, tout simplement pour pouvoir après, donc là on voit mon signal a été tordu, et pour pouvoir ensuite sur le premier nœud appliquer une LUT. Donc on va dire que l'on veut sortir du HDR ST2084, et donc on va dire qu'on veut passer du gamma de 4 vers par exemple du minutes, c'est du classique. Donc généralement quand on étalonne en HDR, en tout cas pas en HLG, donc c'est du ST2084 minutes, et donc on demande à la débayorisation d'utiliser un gamma de 4 et ensuite on applique une LUT gamma de 4 vers HDR minutes. Et là on se retrouve donc avec la base pour travailler. Donc
Je le répète, ici, il ne faut pas se fier à ce que vous voyez dans le viewer. Hein. Si on regarde dans le comment ça s'appelle, dans le waveform, on voit effectivement que pour l'instant, ma luminance est plutôt bien positionnée, puisqu'on est, on est bien en dessous des minutes, et ça devient notre base de travail pour l'étalonnage. Donc ça, c'est la première méthode, à savoir que, bien évidemment, les luttes ne sont pas recommandées si vous voulez garder un maximum de qualité. D'accord ? La deuxième méthode, donc je vais réinitialiser ici. Hop. La deuxième méthode qui a été une méthode qui est pas mal utilisée en HDR avec le Resolve 16 et même avant le 15 si vous aviez besoin, c'est d'utiliser des OFX et notamment l'OFX, le Color Space Transform. Alors l'idée étant d'amener, en fait on fait un color management mais manuel, d'accord? Donc c'est exactement, on retrouve exactement ce que l'on avait dans le color management du projet, mais là on va le faire sur des nœuds. Donc là je vais prendre le gamut, donc vous voyez ici, hein, rappelez-vous, en anglais ils ne disent pas input gamut, ils disent input color space, alors que ça ne concerne ici, cette liste ne sont que des gamut, d'accord? Hop, donc je mets celui de la caméra. Pareil pour le gamma, donc c'est la Pocket 4K Gen 4. Donc ici, grosso modo, il va faire une conversion du signal de la caméra vers celui de la timeline. Et bien évidemment, je vais créer un nouveau nœud. Hop, je vais masquer ça pour qu'on ait un peu plus de place. Et je vais créer un nouveau nœud, je vais lui mettre un autre Color Space Transform. Et puis celui-là, je vais en sortie dire que je veux sortir par exemple, donc je vais faire comme si je voulais faire du Dolby Vision. Donc comme ce que je viens de vous montrer juste avant, du P3 D65 et du ST2084 1000 nits. Si je le trouve, hop, clac. Et on retrouve ici donc Color Manager manuellement avec deux Color Space Transform, d'accord, ma source Blackmagic Raw. Et donc tout ce que je fais entre, d'accord, va pouvoir se faire de manière classique comme on faisait sans Color Management. Puisque l'on va travailler ici dans l'espace colorimétrique de la timeline, qui, je vous le rappelle, sans Color Management, il va travailler en règle 709 gamma de 4. Alors, ça peut être une méthode de travail, puisque vous avez vos habitudes d'étalonnage sur de la matière règle 709 gamma de 4, et du coup, vous allez pouvoir retrouver les sensations d'étalonner du règle 709 gamma 2.4 mais en HDR, mais en fait ça a ses limites ça. Et ce que propose Blackmagic, c'est d'utiliser un nouvel espace colorimétrique qui est arrivé avec la version 17, c'est d'utiliser donc le DaVinci White Gamut, donc un gamut maison, et d'utiliser un gamma maison qui s'appelle le DaVinci Intermediate. Donc bien évidemment, donc j'amène ici, je fais une transformation de l'espace colorimétrique de la caméra vers ce nouvel espace colorimétrique que propose la version 17, et en sortie, il va falloir que je fasse donc la conversion inverse, où je sors de ce nouvel espace colorimétrique et que je l'amène vers ma sortie HDR. Et rebelote, on retravaillera, mais maintenant dans ce nouvel espace colorimétrique, entre ces deux nœuds, sans color management ou avec un color management manuel à base d'OpenFX Color Space Transform. Le DaVinci White Gamut, juste
pour vous en toucher 2 mots, c'est effectivement un gamut beaucoup plus grand que celui du Reg 2020, d'accord? Donc potentiellement plus grand que toutes les sorties que l'on peut faire aujourd'hui. Bien évidemment, il y a des caméras qui ont des gamuts plus grands, mais ça reste un gamut de travail suffisamment large et adapté pour toutes les sorties. J'ai pas de slide sur le DaVinci Intermediate Gamma, mais pareil, donc c'est un gamma complètement adapté donc pour une très large dynamique et aussi pour l'étalonnage. Donc en fait, il a une courbe log qui est un peu comme, pour ceux qui connaissent le S6CC, hein, d'accord, qui n'est pas du tout linéaire, qui a une courbe log qui est vraiment adaptée à l'étalonnage. Ben là, c'est pareil. Ok. On a bien avancé. Clac, clac, clac. Oups, pardon. Je reviens là. Et maintenant, on va voir quand même aussi comment on fonctionne avec... Donc je vais remettre ici dans mon caméra raw, je vais me remettre en caméra metadata. Et maintenant, je vais vous montrer, excusez-moi, je vais réinitialiser ça. Et je vais vous montrer donc les réglages si on utilise un color management. Alors, première chose, on va utiliser donc le DaVinci YRGB Color Managed, donc qui est le color management maison. Et il est nouveau, c'est-à-dire qu'il a le même nom dans Color Science, mais c'est pas le même que celui de la version 16, si vous avez suivi un peu les nouveautés. Et ils ont décidé donc de présenter ça avec des presets pour vous simplifier la vie. Donc dans ce cas-là, on utiliserait exactement comme la méthode précédente. On va utiliser ce nouvel espace colorimétrique qui est le DaVinci Wide Gamut / DaVinci Intermediate Gamma, d'accord? Et ça ne va pas nous empêcher de choisir un espace colorimétrique de sortie. Et là, on retrouve une liste avec plusieurs espaces colorimétriques, et notamment, par exemple, si je reprends toujours l'exemple de l'étalonnage pour une sortie Dolby Vision, donc je vais pouvoir demander à voir du P3 D65 2084 1000 nits. Donc si je fais ça, paf, là, rebelote, tous mes plans vont donc être color managés. Alors, on a compris qu'on a bien color managé en sortie, et là, les choses sont correctement color managées en entrée, donc vers la timeline, parce qu'on a beaucoup de RAW, et donc il va lire les métadonnées, il va lire les espaces colorimétriques des RAW, et il va les color manager vers l'espace colorimétrique de la timeline. D'accord ? On peut regarder un peu plus en détail ce preset de Resolve Color Management, simplement en allant tout en bas de ce menu en mettant Custom. Donc si vous mettez Custom, il va vous montrer quels sont les réglages du DaVinci Wide Gamut, du preset DaVinci Wide Gamut. Donc on voit qu'on avait rebelote, un input color space, donc le timeline color, donc qui est ignoré hein, dans ce cas-là, puisqu'on a des roues, un DaVinci Wide Gamut. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va pouvoir aussi utiliser le fait de, donc, imaginons que je fasse une sortie, je travaille pour faire du Dolby, du HDR10+. Donc là, ce ne sera pas un gamut P3 de 65, mais c'est un Reg 2020. Alors, attendez, on va prendre celui-là pour... Hop. Reg 2100, c'est la norme en fait. Donc quand on met Reg 2100 ST2084, c'est un gamut Reg 2020 avec la courbe PQ, la courbe ST2084. Et on va pouvoir limiter, donc dans ce gamut Reg 2020, d'accord, donc il faut comprendre que la norme Reg 2100 reprend le gamut de la norme Reg 2020. Donc quand il y a marqué Reg 2100, c'est le même gamut que la norme Reg 2020.
Et on va pouvoir ici dire, au sein de grâce au color management, on va pouvoir dire, oui, je veux sortir un gamut, enfin, je veux encoder mes valeurs dans le règle 2020, mais par contre, je veux quand même me limiter à un plus petit gamut. Donc, si je reviens ici, donc ça serait sortir des valeurs codées dans le règle 2020 ici, donc l'encodage, mais on n'aura jamais ces valeurs-là, on aura des valeurs qui se trouvent que dans le P3 des 65. Et ça, aujourd'hui, c'est un fait avéré. On peut être sûr que les télés affichent correctement le P3 DCI. On n'est pas sûr que les télés affichent le règle 20 correctement. Donc, pour être sûr que la qualité du travail que l'on fait va être vue correctement, on contraint en fait le gamut, les couleurs d'étalonnage au P3 des 65, même si on va sortir du règle 20. Donc le règle 20 devient une espèce de gamut container, alors qu'en fait le gamut réel de travail est un autre gamut. Dans tout Slayus, on ne va pas pouvoir passer en revue tout exactement, mais on a aussi le HDR Mastering, qui est dans le cas, on en reparlera après, si vous utilisez une télé, enfin même pas une télé, enfin, en gros c'est l'information pour dire on va essayer de faire correspondre ici cette valeur à celle de ce que la télé est capable de montrer, enfin ce que le moniteur est capable de montrer. Donc de dire voilà, moi ce qui sort de Resolve est un signal Milnitz. Donc voilà comment régler une timeline ou un projet HDR avec le nouveau color management. Si maintenant on passe avec le S6, donc on prendra le S6 CCT, tac. Petite nouveauté en passant, je ne le connais pas, mais est arrivé le S6 1.2 dans la version 17.2 de Resolve. Je ne vais pas y toucher pour l'instant. Donc là, on n'a pas grand-chose à faire avec S6, puisque S6 donc, a son propre espace de travail, qui est donc le gamut à P0 et un gamma linéaire. Enfin, excusez-moi. Comme on est en S6 CC, on a une courbe différente. Et du coup... Attendez, hop. Je vais vérifier quelque chose. Tac. Ok. Et du coup, rebelote, donc l'IDT a pas besoin de... Excusez-moi. L'IDT a pas besoin d'être informé, puisque là, on travaille sur des RAW, et donc Resolve va prendre l'espace colorimétrique source pour pouvoir directement l'adapter à celui de S6. Par contre, on va avoir besoin d'une ODT, donc une Output Device Transform. Et là, on va choisir des ODT donc HDR. Donc si je reprends l'exemple du Dolby Vision, je prendrai un P63, donc ça c'est le gamut ST2084, donc ça c'est le gamma limité à 1000 nits, puisque le ST2084 va jusqu'à 10 000 nits, comme précédemment. Ou comme l'autre exemple, si j'ai besoin de limiter mon gamut, c'est-à-dire que si je travaille en règle 20 mais que je veux le limiter en P3 D65, vous voyez que ici on a, alors je vais choisir, donc ce réglage là, si je le reprends, on voit qu'on va sortir un signal règle 20, donc le gamut règle 20 va sortir. Là, le gamma va être du ST2084, limité 1000 nits en termes de luminance, et en termes de gamut, on va être limité en P3 D65. Donc à vous de choisir en fonction du color management que vous avez l'habitude d'utiliser, soit celui de Resolve, soit S6, mais vous pouvez à tout moment travailler en HDR. Ok, alors ensuite, on va rebasculer sur les slides.
et on va parler un peu des moniteurs de monitoring. Alors, Blackmagic ne va pas labelliser des moniteurs, donc je vais juste vous donner des informations pour un peu vous positionner. Ça va être pas forcément très exhaustif, mais simplement pour vous donner une idée. Donc la première chose, c'est que si on veut brancher un moniteur sur notre machine, il va falloir avoir du matériel de monitoring, et avec Resolve, c'est classique, il va falloir utiliser du matériel de monitoring Blackmagic. Il y a 3 Decklink et 2 Ultra Studio. Donc je vous laisse regarder la Decklink 8K Pro, Decklink 4K Extreme, la Decklink Mini Monitor, donc qui est vraiment pas cher, hein, l'Ultra Studio 4K Mini et l'Ultra Studio 4K Extreme. Donc ça, c'est pour pouvoir faire de l'étalonnage HDR et surtout donc de relier, de sortir votre signal vers le signal de votre timeline HDR vers votre écran HDR pour le voir. Qu'est-ce que c'est qu'un moniteur HDR de monitoring? C'est quelque chose qui est compatible avec le gamma ST2084 et aussi le HLG. Généralement, s'il est avec l'un, il est avec l'autre. Le gamut minimum doit être du P3, donc pas spécifié des 65 ou des DCI, mais généralement, s'il fait P3, il fait les deux. Un pic de luminance minimum de 1000 nits, ça c'est pour un moniteur, c'est la base pour un moniteur d'étalonnage. Un ratio de contraste statique au minimum de 200 000 pour 1. Une connexion SDI avec une profondeur de 12 bits. Alors attention, c'est la connexion, ça ne veut pas dire que la dalle est forcément 12 bits, tant mieux si la dalle est 12 bits, c'est bingo. Voilà. Et surtout, pas de tone mapping, donc l'adaptation de la dynamique et donc de la luminance. Hop. Alors, on va avoir 3 catégories, c'est ce que propose Blackmagic, un peu pour donner des idées. 3 catégories, donc je ne l'ai pas traduite cette slide. 3 catégories de moniteurs, donc les moniteurs d'étalonnage professionnel, en fait, qui vont avoir plus de 2000 zones LCD. Donc les zones LCD vont permettre de ne pas avoir d'effet d'halo dans les hautes lumières sur les pourtours, d'accord. Donc si vous avez un point lumineux, notamment vous essayez, donc on en parlera, mais d'étalonner des spéculaires, vous n'allez pas avoir votre spéculaire qui va baver autour en fait. Donc plus il y a des zones LCD, plus votre écran est divisé, et en gros, plus ce sera propre. Bien évidemment, généralement, on peut avoir le gamut P3, ce qui est très intéressant, et les moniteurs professionnels, ils ont au minimum 1000 nits, voire 3000 nits, comme certains, par exemple, je crois que les Flanders peuvent atteindre 3000 nits. Il a un ratio de contraste statique de 200 000 pour 1. Il supporte, en gros, il est très très proche de ce que doit être un écran HDR. Une connexion SDI, 12 bits, d'accord. Et le gros avantage aussi des moniteurs professionnels, c'est qu'on va pouvoir régler manuellement quel est le gamma que l'on veut régler, le gamut, d'accord. Et éventuellement, même les niveaux d'entrée si on veut simuler un autre écran HDR. Et aussi, encore une fois, comme le matériel d'étalonnage, il n'y a pas de tone mapping, donc pas d'adaptation de luminance. Il nous montre exactement le signal qu'il reçoit. Généralement, après, on va avoir du matériel un peu moins haut de gamme, qui vont avoir moins de zones, qui vont, au point de vue du gamut, vont pouvoir couvrir ce fameux gamut P3. C'est assez intéressant, c'est-à-dire de dire qu'on ressort du P3 de Resolve et que le moniteur peut recevoir ce P3. Va avoir des luminances, donc ça c'est plutôt donc avant on était plutôt dans les écrans à 20 000, là on est plutôt dans les écrans qui sont maintenant autour de 3 000, même un peu moins euros. Donc des luminances au moins de 1000 nits, voire plus, mais par contre qui a
ratio de contraste statique qui est un peu moins élevé. Et généralement, ces écrans, ils acceptent que des signaux 10 bits et pas 12 bits, et ont une connexion HDMI, ce qui complique un peu l'affaire. Mais on peut quand même régler le gamut et le gamma d'affichage pour s'adapter à ce qu'envoie Resolve. Malheureusement, certains ont du tone mapping que l'on ne peut pas forcément débrayer. Il faut faire attention. Et ensuite, les télé HDR, il faut faire attention, donc elles ont très peu de zones LCD. Certains modèles bas de gamme n'ont carrément pas la totalité du gamut P3, donc c'est un peu le problème. Enfin, je dis une bêtise, pardon. Elles ont le P3, elles ont certainement pas le REGMA 20, mais pour le coup, elles n'acceptent que un signal REGMA 20. C'est-à-dire qu'elles ne prennent en entrée qu'un signal REGMA 20, mais n'est pas capable de l'afficher correctement. Enfin bon, c'est un peu comme ça, elles sont selon la norme. Et là où ça devient très très compliqué, c'est que aujourd'hui, des télé HDR, elles sont un pic de luminance qui va de 300 à 1000 nits. Et ça va compliquer la partie deliver qu'on va voir à la fin tout à l'heure. Le contraste, le ratio de contraste statique minimum n'est pas génial. Et rebelote, c'est du HDMI, c'est que du 10 bits, d'accord. Comme ce sont des télés, elles fonctionnent en SDR et en HDR, il faut en plus leur dire tu es en HDR et ça c'est via le HDMI, une métadonnée qui permet de basculer la télé en HDR. Et malheureusement, il y a du tone mapping, donc ça peut être problématique. Et s'il y a un tone mapping, on ne peut pas utiliser une télé HDR pour l'étalonnage. Ok. Donc rebelote, on enfonce le clou, les télés, elles sont seulement HDMI, et puis en gros, il y a trop d'électronique qui modifie les données qui sont reçues via le HDMI et qui sont affichées pour pouvoir utiliser ça en termes de fidélité. Évidemment, je parle de domestic television, donc vraiment, on ne parle pas il y a des télés haut de gamme qui sont très propres et on peut débrayer tout ça. Mais pour beaucoup de télé HDR, il faut bien faire attention. Il y a pas mal de soucis. Alors, on a parlé de tone mapping, qui est l'adaptation de la dynamique, d'accord. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Effectivement, la problématique que l'on va avoir, c'est que quand on travaille, on ne veut pas de tone mapping. Quand on diffuse, on veut du tone mapping, d'accord. Donc ici, une petite représentation, toujours la même chose. Donc imaginons que Resolve est en train de travailler à 800 nits et que je n'ai qu'un moniteur 400 nits. Sans tone mapping, on va avoir ici, effectivement, comme mon moniteur n'est que à 400 nits, toutes les valeurs au-dessus dans mon image vont apparaître cramées. Et c'est plutôt bien. Pour l'étalonnage, on veut voir quand ça crame, d'accord. Donc là, les valeurs 800 et 400 sont prises, mais ça pourrait très bien être 2000 et 1000, d'accord. J'ai un moniteur de 1000 nits, donc si je pousse trop mes spéculaires trop haut, je verrai que ça crame, d'accord. Par contre, si vous avez un moniteur avec du tone mapping, il n'y aura jamais rien de cramé, parce qu'à chaque fois, la dynamique qui est envoyée en entrée du moniteur va être adaptée aux capacités d'affichage du moniteur. Et donc, ça va fausser votre perception de l'étalonnage que vous êtes en train de faire, et notamment de l'export, parce que lui, l'export, il n'aura pas de tone mapping. Enfin, sauf si vous le mettez, mais normalement, il n'aura pas de tone mapping. D'accord ? Donc, bien faire attention à ça, ce tone mapping. Donc, pour le travail, c'est un peu l'ennemi. D'accord ? Chez les gens, c'est bien qu'ils aient du tone mapping. Quand on utilise Resolve, c'est pas très intéressant. Les réglages de monitoring. Hop. Alors, le monitoring, on va rebasculer dans Resolve. Comment règle-t-on un moniteur? Alors, ici, en fonction, donc si vous avez un moniteur HDR, la probabilité qu'il soit en Ultra HD elle est quand même importante. Donc, vous pouvez monitorer en Ultra HD, bien évidemment.
Il est intéressant ici, je rappelle, d'avoir une timeline en Ultra HD, hein, si vous faites ça, sinon vous allez avoir... sinon vous allez gonfler votre sortie, ce qui n'est pas forcément très, très grave, mais bon, voilà. Si vous préférez travailler en HD, ça marche aussi en HD, hein, d'accord? Il faut bien comprendre que le HDR, cet espace colorimétrique, est complètement indépendant de la résolution, okay, enfin, pour Resolve. Dans un monde idéal, il faudrait utiliser donc du 444, à savoir que effectivement le SDI par défaut est en 422, d'accord? Quand vous êtes en 444, bien évidemment en SDI 444, à vous de voir, pareil, quel est le type de connexion qui est possible de faire pour diffuser du 444 entre la carte et le moniteur. Donc, est-ce que vous allez utiliser un seul câble 12G, deux câbles SDI 6G ou quatre câbles SDI 3G, d'accord? Quand vous en êtes là, quand vous êtes avec une connexion 4 câbles, vous avez encore deux possibilités. Soit vous avez du split, soit donc vous avez en grosso modo les comment s'appelle les quatre comment dire, excusez-moi, les quatre links, les quatre liens SDI vont être le coin supérieur gauche de l'image, le coin supérieur droit, le coin inférieur gauche, le coin inférieur droit. Donc en fait on va envoyer 4 HD, d'accord? Ou sinon en simple interleave, donc vous allez avoir un pixel sur 4, donc en fait chaque flux va avoir toute l'image à chaque fois. Ce qui peut être pratique. Mais ça, donc, c'est à régler entre le Resolve, comment il l'envoie sur la carte, et comment est réglé le moniteur. Je vais laisser en single pour l'instant. Et ensuite, on va, bien évidemment, donc là je ne l'ai pas parce que je n'ai pas de matériel, mais si vous avez du matériel, pousser la profondeur à 12 bits si c'est possible. Et ensuite, on va parler des data levels, donc des niveaux, d'accord? Et donc en monitoring, les niveaux, en monitoring HDR, les niveaux devraient tout le temps être full, d'accord? Je dis le devrait, c'est la norme, ok? Comme les sorties sont full. Donc je vais parler un tout petit peu des niveaux très rapidement, ou pas, parce qu'il est déjà 11h30. Non, je pas trop. En gros, il faut absolument que les niveaux soient full en sortie. Le deliver sera en full, c'est obligatoire pour le HDR. Donc autant essayer d'avoir un monitoring en full. Bien évidemment, ce réglage-là, il ne dépend pas de votre deliver, il dépend de votre moniteur. Donc si vous avez un moniteur HDR, il aura normalement des niveaux full, donc vous pouvez vous passer ici en full. Il faut regarder dans les menus. Je vais un peu accélérer parce que je vois que ça avance, l'heure tourne. Ok. Une fois de plus, on a dans le monitoring vidéo la possibilité de dire qu'on est en HDR si on a une connexion HDMI. Donc ça, c'est très intéressant. Effectivement, si vous avez une télé HDR derrière, rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit, les télés, il faut qu'elles soient titillées pour qu'elles passent en mode HDR. C'est cette case à cocher. On reviendra tout à l'heure pour les sorties sur le Use Dual Output en SDI. Donc ça, c'est le réglage du moniteur. Donc, comme en SDR, les réglages de monitoring, ils servent essentiellement à ce que Resolve communique bien avec le moniteur. Donc, beaucoup d'interactions, on règle qu'une fois, mais beaucoup d'interactions avec ce qui est capable, les capacités du moniteur. Ok. Alors, ça c'était les niveaux, je vais passer un peu vite. Donc hop, et donc comment on va étalonner dans Resolve? Alors pareil, je vais peut-être un peu accélérer parce que c'est pas le sujet. Donc l'étalonnage HDR, une fois qu'on a nos scopes qui sont correctement réglés, qu'on a notre monitoring, qu'on a notre color management qui est réglé, on est prêt à travailler, d'accord? Alors la première approche que l'on peut avoir, c'est de travailler avec
simplement le truc habituel. Hop, je vais essayer de... Donc là, c'est un étalonnage, il y a juste un tout petit étalonnage qui a été fait, puis le reste, c'est juste des masques. Hop, je vais masquer mon OFX. C'est d'utiliser les logs. D'accord? Puisque les logs travaillent que dans les noirs ou que dans les blancs, hein, à défaut des roues. Donc vous allez pouvoir essayer d'étirer votre signal avec les logs. Clac. Donc vous pouvez vous amuser, essayer de descendre un peu. Hop. Alors je vais quand même revérifier les réglages de mon projet parce que là, vu que j'ai... Oui, je suis plutôt pas mal. Ok. Hop. Donc voilà, vous pouvez densifier vos noirs, vous pouvez monter un peu vos blancs. Hop. En fonction de ce que vous voulez. Alors pourquoi ce log là? Ah oui, attendez, en fait je vais le faire sur celui-là, je l'avais répété avec celui-là, donc je préfère. J'ai plus l'habitude de voir comment s'appelle ce waveform là. Hop. Ok, ça me paraît bien. Donc toujours, ne vous fiez pas trop à ce que vous voyez dans le viewer. Regardez bien ce qui se passe dans le waveform. Hop, clac. Alors, si on regarde un peu le waveform, donc l'idée étant pas, donc quand on étalonne en SDR, hein, on a envie d'augmenter le contraste sur toute la dynamique. Donc là, on a une dynamique, on va dire entre 0 et 1000 nits. Notez ici que l'échelle maintenant est logarithmique, d'accord? On voit que la distance entre 10 et 100 pardon, et 100 et 1000 est la même dans le waveform, d'accord? Donc on comprend bien ici que les noirs ici sont très très profonds, très très faibles, d'accord? Chose que l'on peut voir sur l'écran. Et donc, l'idée étant effectivement on ne va pas essayer de forcément étirer tout le signal de l'image vers les 1000 nits, d'accord? On va essayer de conserver quelque chose qui est les parties qui sont éclairées normalement comme le SDR, on va les conserver entre 0 et 100 nits. Et c'est seulement les spéculaires que l'on va pousser de 100 à 1000 nits. C'est la première approche que l'on peut avoir. Clac. Voilà, paf. Et on peut même, avec un deuxième nœud éventuellement, donc ce deuxième nœud, le range inférieur et le range supérieur du log a été modifié pour ne travailler encore que vraiment le tout bas ou le tout haut donc là je pousse hein, pour que vous voyez bien, le tout haut de mon waveform, d'accord? Donc on pourrait utiliser les outils log pour étalonner du HDR, pour aller toucher que les parties qui nous intéressent dans cette grande dynamique. Et puis on pourrait même utiliser des courbes si on voudrait changer un tout petit peu, une fois de plus, l'étalonnage. Bon, j'y vais un peu violemment pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc on peut, avec les outils classiques de Resolve 16, étalonner du HDR. Je vais réinitialiser tout ça. On a aussi la possibilité de faire ça avec... Je le remets correctement. Avec le nouvel outil. Donc, qui se trouve là. Donc, le HDR Grade. Qui va pouvoir nous permettre de faire la même chose. Donc, quand vous utilisez le HDR Grade, on va avoir, hop, ici je clique là, on va avoir des zones dans lesquelles on va pouvoir travailler l'exposition. Donc on va surtout travailler l'exposition pour la dynamique. Et on va rester... Alors attendez, check. Ouais. Je suis un peu à l'étroit. Donc on va avoir les différentes zones. Par défaut, vous en avez 6. Donc les noirs, dark, shadow, light, highlight, spéculaire, qu'on retrouve ici. Hein. Tac, black.
On a un huitième ici, on a un septième pardon ici qui est le global. Rappelez-vous le fait qu'on travaille avec le DaVinci White Gamut et le nouveau Color Management, cet outil est forcément adapté. Vous voyez comment se tasse en haut et en bas la courbe dans le global. Je vais le remettre à 0. Donc là, c'est pas l'idée. Donc maintenant, j'ai une représentation ici de ma luminance. Alors le souci, c'est que pour l'instant, s'il n'a pas été réinitialisé, voilà. Pour l'instant, la représentation de la luminance qui est dans les zones, c'est celui de la timeline. D'accord? Donc on est en train de regarder la représentation de la luminance donc dans le DaVinci Intermediate Gamma, d'accord? Qui a une dynamique gigantesque. Et on peut demander à changer cette représentation, cet espace colorimétrique, ici, tac. Donc je lui donne le gamut avec lequel je veux le voir et le gamma avec lequel je veux le voir. Et on va pouvoir donc travailler. Hop, donc là, je vais travailler sur... Donc si on regarde, ça c'est les blacks. Donc si je prends les blacks et que je descends mes blacks... hop là, qu'est-ce que je fais de mal là? Pourquoi je vois rien dans mon scope? Bon, c'est pas grave, je vais prendre les darks du coup. Ouais, ça va être globalement l'image. Il y a un truc qui m'échappe là, que je fais pas bien. Pourquoi mon scope ne bouge pas? Il y a quelque chose que je fais mal. Est-ce que c'est un problème de... Je cherche un... Hop. Ah si, c'est bon. C'était moi qui buguais. Hop. Donc on va pouvoir effectivement retoucher. Donc c'est elle en fait. Hein, c'est... Hop. Clac. Et les highlights. On va pouvoir augmenter les highlights. Clic. Je vais faire la même chose donc avec ça. Donc rebelote, là c'est pas le but du webinar. Vous pouvez adapter les zones en fonction, vous pouvez ajouter les zones en fonction de ce que vous voulez. On a vraiment un outil qui est là pour le coup complètement adapté, pas exclusif mais complètement adapté au fait de travailler une plage dynamique énorme. D'accord? Donc là je suis allé un peu fort, hein, donc ça normalement sur un écran HDR ça va faire un peu mal aux yeux. Juste en passant, vu qu'on est toujours sur la thématique de l'étalonnage, je vais retourner ici sur le custom, juste pour vous sensibiliser à deux choses. On a ici le graphique white level de 200 nits, d'accord? Et pareil, use 203 nits reference donc pour la norme REC 2100 HDR. Donc en fait, ce que c'est en train d'essayer de vous dire, c'est que donc j'ai commencé par vous présenter le fait que on va essayer de garder ce qui était normalement étalonné en SDR, on va le conserver entre 0 et 100 nits en HDR, et puis tout ce qui est entre 100 et 1000, ça va être pour les spéculaires. Alors en fait, on va un peu modifier ça et on va carrément prendre comme référence du blanc normal, hein, pas aveuglant, 200 nits, d'accord? Donc c'est-à-dire, si je change ça, c'est-à-dire cette ligne-là, d'accord? Cette ligne-là, c'est les 200 nits. Donc en fait, on va effectivement augmenter le contraste, augmenter la dynamique classique du SDR à l'intérieur du HDR, c'est plus 0,100 nits, mais ça va être 0,200 nits. Et les spéculaires vont être entre 200 et 1000. D'accord? Donc effectivement, on gagne en dynamique sur une majorité de l'image en SDR, et tout ça, ça va être gagnant en plus dans les noirs. D'accord? Donc on va avoir vraiment un vrai gain de dynamique sur 81% des pixels de l'image. D'accord? Et aussi dans les pixels les plus sombres. Ok.
Très bien. On a bien avancé. Clac, clac, clac. Je regarde mon déroulé là. Hop. Ok. Eh ben, on va passer effectivement à comment ça s'appelle, aux sorties. Et donc, hop, les exports HDR. Et alors là, c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que vous avez passé, vous adorez, vous kiffez total ce nouveau High Dynamic Range Tool, vous l'utilisez, votre écran vous montre parfaitement ce que vous faites, et là, ben, malheureusement, pas grand monde va pouvoir le voir exactement comme vous. Et notamment du fait que, c'est ce que l'on a vu précédemment, c'est que les télés HDR, elles n'ont pas toutes des dynamiques de 1000 nits. D'accord ? Donc elles n'ont pas la même dynamique que votre écran d'étalonnage. On ne parle pas de fidélité à 100%, mais de facto, elles n'ont pas la même capacité en termes de HDR. Donc HDR veut dire beaucoup de choses, et le HDR d'étalonnage n'est pas forcément le HDR qui se trouve sur les télés des gens dans leur salon. Et donc, si je donne ce fichier, juste le fichier que j'ai étalonné et que je le diffuse comme ça, ben, ça ne va pas être aussi propre que ce que j'avais sur mon étalonnage. Donc c'est pour ça qu'on a des formats de fichiers, notamment. Donc, alors, je parle de ça. Donc voilà. Les formats HLG, les formats Dolby Vision, les formats HDR10+ ou HDR10, ils sont là pour essayer de pallier ce problème. On est conscient de facto avec le HDR que l'étalonnage que l'on fait, ben, il va falloir adapter l'étalonnage au moment de l'affichage, donc même pas la diffusion, enfin on va diffuser, donc pour faire ça, on va diffuser le contenu HDR que l'on a fait, plus des métadonnées pour pouvoir donner aux télés la possibilité d'afficher au mieux ce contenu sur la dalle de la télé. Alors, comment ça se passe ? On va avoir au moins deux possibilités. Ici, c'est donc on considère que l'étalonnage HDR est fait, et maintenant on va utiliser Dolby Vision pour essayer de générer des métadonnées pour que ce fichier HDR 1000 nits il soit le plus proprement reproduit sur les dalles des télés. Bien évidemment, si on me demande un fichier Dolby Vision, ce fichier va être utilisé et est compatible avec les télés qui ont la puce Dolby Vision. Donc la puce qui va permettre d'adapter le signal à l'affichage. Donc si vous utilisez le Dolby Vision au sein de Resolve, vous allez pouvoir l'activer, d'accord ? Et donc il va falloir indiquer à Dolby Vision quel est l'étalonnage que l'on a fait. Donc dans ce cas-là, rappelez-vous, c'est marqué au-dessus. Alors ça ne se règle pas automatiquement, il faut le faire manuellement. Il va falloir ici dire c'est du 1000 nits, c'est du P3D65, c'est du ST2084 et c'est du full. D'accord ? Donc grosso modo, on est en train de dire à Dolby Vision, ce qui sort quasiment via notre SDI, c'est ça. D'accord ? Pourquoi on fait ça ? Simplement donc du coup, on a un nouveau panneau dans la page d'étalonnage, la page color Dolby Vision, et on va pouvoir ici donc demander dans ce panneau d'analyser. Donc on va faire de l'analyse de la dynamique de ce plan, par exemple, selected. Ok ? Et qu'est-ce que va faire Dolby ? Dolby il va analyser la luminance, donc là le plan est statique, mais il analyse la luminance de toutes les images et va proposer donc un tone mapping Dolby Vision vers un target display output ici, qui est, si vous regardez, du 100 nits BT709, donc ça c'est le gamut, BT1886 ça c'est le gamma, et ça c'est les niveaux qui sont full, d'accord ? Donc c'est un SDR, c'est la norme HD en full, d'accord ? Donc en gros il vous propose un tone mapping directement là-dessus.
Et on s'aperçoit que la case à cocher Enable Tone Mapping Preview, donc en gros, il est en train de nous montrer directement dans le viewer et sur notre écran d'étalonnage ce tone mapping. Donc là, pour le coup, ce que vous voyez ici est plutôt correct. Alors, je mets des gros guillemets, hein, puisqu'on est en train de regarder dans le viewer de l'interface de Resolve de la norme HD en full. Donc, c'est parfait. Attention ici, ce que vous voyez dans le waveform, il faudrait remettre l'échelle en HD, enfin ce qu'on a l'habitude en HD, pour comprendre ce que l'on voit. D'accord ? Pour l'instant, je ne vais pas m'amuser à changer à chaque fois. Voilà. Excusez-moi. Mais bon, donc on peut avoir ça. Si maintenant on a une licence Dolby Vision, ce que je n'ai pas sur ma machine, on va pouvoir ici faire donc un étalonnage du tone mapping proposé par Dolby Vision. Et tout ça, ce sera des métadonnées. Mais si on peut étalonner quelque chose qui est tone mappé, ben, il faudrait l'étalonner comparativement à l'étalonnage d'origine, donc l'étalonnage HDR. Et donc, je suis dans le cas du workflow Dolby Vision. Donc, l'idée étant d'avoir un monitoring dual, d'accord, de voir simultanément et notre étalonnage, donc avec un gamut P3D65 et un ST 2084, donc tout le travail que l'on a fait. Mais on veut aussi pouvoir donc avoir ça à côté de l'élément tone mappé pour pouvoir faire une trim pass, donc faire un étalonnage en métadonnées de la version SDR. Pour ça, il va falloir avoir deux choses. Il va falloir avoir du matériel compatible. Donc rappelez-vous, la mini monitor 4K, comme elle n'a qu'une sortie SDI, elle n'est pas compatible. Il faut avoir deux sorties SDI, d'accord ? Donc il reste que seulement ces 4 éléments. À noter que va pouvoir sortir sur les deux SDI seulement en HD, donc la Decklink 4K Extreme, l'Ultra Studio, les deux Ultra Studio. Seule la Decklink 8K Pro pourra sortir en SDI, donc un SDI Ultra HD HDR, un SDI Ultra HD SDR. Puisque la Decklink 8K Pro n'est au fait que l'amalgame de 4 cartes. D'accord ? C'est 4 cartes mises en une. Je reviens à Resolve. Et ensuite, du coup, si je veux voir ça, si je veux utiliser mes deux SDI, rappelez-vous, il va falloir ici que je coche Use Dual Output on SDI. Et à ce moment-là, Resolve va envoyer sur le SDI classique le signal HDR et sur le SDI, sur l'autre SDI, la version tone mappée avec la trim pass éventuelle. Bien évidemment, si je fais ça, il va falloir que j'enlève mon Enable Tone Mapping pour toujours sortir le SDI, toujours sortir le HDR sur mon écran principal. Et on peut comme ça faire les trim pass sur le tone mapping. Ce que propose Dolby Vision en plus, c'est de faire une trim pass sur le SDR et de faire une trim pass sur du 600 nits. Donc, Dolby Vision va permettre d'avoir un fichier HDR et d'avoir des métadonnées sur la luminance comment la luminance doit être quand on est à 1000 nits, quand on est à 600 nits et quand on est à 100 nits, d'accord, et éventuellement des corrections de couleur avec les trim pass et tout ça en métadonnées. Ça va permettre de s'adapter au plus propre sur les télés. Donc ce mécanisme-là va permettre d'afficher l'étalonnage 1000 nits au plus propre sur n'importe quelle télé, entre une télé compatible Dolby Vision SDR vers n'importe quel HDR de 300 nits à 1000 nits. Ces métadonnées, pour aller un peu rapidement, ces métadonnées, au moment du deliver, vont être embeddées, donc encapsulées uniquement dans les fichiers IMF. Donc si vous faites un fichier IMF, vous n'allez pas vous préoccuper de ces métadonnées.
Si vous faites un master en Apple ProRes, il n'y aura pas de métadonnées Dolby qui sera encapsulée. Auquel cas, je vais retourner dans ma page Color, auquel cas, et je vais retourner dans mon Media Pool, vous faites un clic droit sur votre timeline dans le Media Pool, timeline, export, et vous avez ici la possibilité de sortir donc le fichier XML de Dolby Vision de votre timeline, que vous pourrez après réencapsuler avec un autre logiciel, soit dans votre Apple ProRes, soit vous donnez ça à votre, au diffuseur. Donc on retrouve ici les deux versions. Ben là, excusez-moi, il y a juste la version 2.9, parce que je suis en version 2.9. Clac. Donc voilà la logique de l'export Dolby Vision. La suivante est celle du workflow, donc du HDR10+, qui est similaire. La seule différence qu'il va y avoir avec le HDR10+, c'est que généralement le gamut avec lequel on a travaillé, c'est du Rec 2020, limité éventuellement au P3 D65, mais c'est la même chose. Concrètement, comment ça se passe dans Resolve? Dans le Color Management ici, j'ai bientôt terminé. Dans le Color Management ici, donc je vais désactiver mon Dolby, mais je vais activer le HDR10+. J'ai maintenant un panneau HDR10+, et là, c'est un problème d'interface, on n'a pas les boutons d'analyse, donc on est obligé d'aller dans le menu Color, et on va pouvoir ici, donc, analyser le plan. Une fois que le plan est analysé, on va pouvoir de la même manière activer le tone mapping sur l'écran principal, ou si vous avez le dual SDI output, le voir sur deux moniteurs. Rebelote, vous pouvez sortir ces métadonnées qui ne sont pas sous format XML. Donc ce que fait le HDR10+, c'est qu'il va faire qu'un seul tone mapping. Hop, je vais un peu vite. Il va faire qu'un seul tone mapping, c'est vers le SDR. Donc il y aura moins d'échelles. Un tone mapping éventuellement un peu customisé, mais il n'y en a qu'un et ça couvrira donc entre la plage 100 nits et 100 nits et 1000 nits. Ben voilà, il fera une interpolation, il n'y aura pas d'autres trim pass entre. D'accord, donc un peu moins propre que le Dolby Vision, mais à savoir que le HDR10+ est libre de droit, hein, on n'a pas besoin de prendre une licence pour le créer. D'accord. De la même manière, ici, vous allez pouvoir sortir les métadonnées du HDR10+, toujours dans le menu Timeline, et ici, vous allez pouvoir donc sortir le HDR10+, donc un fichier JSON ou JSON en anglais, en plus de votre master. Soit dit en passant, tant qu'on est là, donc aussi bien le Dolby Vision que le HDR10+, donc fournit du tone mapping en métadonnées. On va pouvoir, en plus de sortir notre master soit en IMF, soit en ProRes par exemple, si je me remets en ProRes là, paf. D'accord. Dans les Advanced Settings, on peut aussi utiliser cette capacité de faire du tone mapping au moment du deliver. Pourquoi il ne me le montre pas? Ah si, il est là, excusez-moi. Donc ici, vous voyez, donc là je suis en HDR10+, si c'était le Dolby Vision, on aurait le Dolby Vision. Donc ici, je peux dire, bah, en fait, ma sortie, je veux la tone mapper, d'accord? Et donc ici, je peux très bien faire un tone mapping de ma sortie. Donc je pourrais dire, j'ai fait un étalonnage HDR et j'aimerais bien sortir une sortie SDR. Ben, utilisons le tone mapping du HDR10+ pour faire une sortie SDR directement de ma timeline HDR. Donc on a cette capacité ici dans le deliver, grâce aux fonctions Dolby Vision ou aux fonctions de tone mapping du HDR10+. Ok. Enfin, vous avez aussi le HDR10, vite fait, allez hop, on va passer dessus.
Donc le HDR10 donc pareil, j'y suis allé un peu vite, mais le HDR10 Plus et le Dolby Vision, les métadonnées, elles sont image par image. Donc il y a une adaptation, il y a un tone mapping image par image au moment de l'affichage sur l'écran. Le HDR10 Plus, il n'y a pas du tout d'adaptation image par image, c'est une métadonnée pour tout le programme, que sont le max CLL et le max fall. Donc le max CLL, c'est la luminance maximum de tout le programme, et le max fall, c'est la luminance moyenne de tout le programme. Et la télé va essayer d'adapter avec ça. D'accord? Donc voilà, donc grosso modo, il va falloir faire un étalonnage HDR10. Si dans ce cas-là, il y a généralement aussi un étalonnage Rec 709. Les métadonnées HDR10, pour terminer, sont accessibles seulement, alors c'est un peu bizarre, si vous avez activé ici HDR10+, d'accord? C'est comme si vous avez fait une analyse. Et ici, vous pouvez du coup essayer d'embedder ou d'exporter en fichier séparé ces métadonnées. C'est un tout petit fichier, hein, il ne contient pas énormément de choses, notamment le MaxFall et le MaxCLL du programme, en plus du fichier HDR que vous allez sortir. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette présentation du HDR dans Resolve. Un dernier petit point qui est le fait que moi je suis formateur à Vidéo Design, qui est un centre de formation à Paris, et puis qui depuis la pandémie s'est mis aussi au distanciel. Donc il y a des formations de DaVinci Resolve spécifiques à l'étalonnage, il y en a pas mal. Sur ce qu'on vient de voir ici, donc surtout les outils vidéo, c'était ouvert, hop. Donc vous avez une formation, pour ceux que ça intéresse, pour pousser ça plus loin, une formation un peu workflow avec les différents formats, et une formation carrément Resolve gestion technique, où on voit un peu ce que je vous ai montré complètement en profondeur, pour effectivement qu'il n'y ait aucun secret là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vais relaisser la parole à Jean-Philippe s'il a d'autres choses à ajouter. Merci Olivier pour ce webinaire bien dense. Ouais. Il y a pas mal de choses à digérer lorsqu'on travaille en HDR, hein, c'est quand même assez complexe. Ça requiert quand même pas mal de connaissances théoriques, et puis sans parler après des aspects pratiques. Donc si vous avez des questions par rapport à ce que Olivier vient de présenter, c'est le moment d'en profiter tant qu'il est encore là. Donc là, j'ouvre les micros, et si vous avez des questions, logiquement, hop, ça va se réactiver. Si il veut bien le réactiver. Ou sinon, levez la main et voilà, il y a les micros qui se réactivent. Donc, est-ce que vous êtes encore avec nous, ou est-ce que vous êtes sous le choc des couleurs? Allô. Ils sont tous partis manger. Non, ils sont... Non, moi j'avais une question, ouais. On vous écoute. En fait, je vois que c'est très technique, très complexe. Là, je découvre un peu tout ce qui est HDR, et je me demandais ce genre de travail sur l'image en HDR, etc. Là, à l'heure actuelle, quel type de client demande ça? Est-ce que c'est surtout des grosses agences de prod à Paris pour des gros spots, ou... Oui. Et voilà. Oui, c'est parce que moi, ça. Oui, tous les. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, aujourd'hui, le HDR va être demandé essentiellement par les diffuseurs VOD, Netflix, Amazon et compagnie. Mais quand tu produis comment ça s'appelle, alors ils acceptent du contenu qui n'est pas HDR, mais ils préfèrent en avoir. Donc, en fonction je sais que chez Net... en fonction de comment tu veux le diffuser, tu vas avoir envie d'avoir un master HDR à un moment donné, quoi. Ouais, je sais que j'ai un ami là qui a fait un des gros films, des gros succès français là sur Netflix, et il m'expliquait qu'en fait ils ont un cahier des charges Netflix où ils disent faut tourner avec telle caméra, comme ça. Voilà. Oui. C'est vrai que je lui poserai la question de savoir si maintenant le HDR est imposé ou pas. Je lui poserai la question. Ouais. Okay. Alors Netflix qui est un peu le rouleau compresseur et fait un peu office de comment ça s'appelle
ils vont un peu normer hein, Oui, ça. Donc ils ont bien vu que comme c'est ce que tu as dit, comme c'est technique, les gens ont fait un peu n'importe quoi et on s'est retrouvé avec du HDR un peu low cost parce que les gens techniquement ouais, étaient ouais, perdus. ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti un espèce de cahier des charges pour assurer qualitativement quand même quelque chose parce que c'est un peu leur fonds de commerce. Ils veulent fournir du contenu de qualité techniquement. Du Ouais. coup, voilà. Et après, en théorie, tu peux faire si techniquement tu t'y connais, tu peux faire ce que tu veux et fournir quelque chose de compatible à Netflix et propre. Ouais. Après, c'est qu'il faut après donc avoir aussi l'histoire de la réception, d'avoir des télé HDR, etc. Enfin, Ouais, mais quelque chose qui peut recevoir ce genre de travail. Ouais. ouais, ouais, Ouais. ça c'est le problème de Netflix, quoi. Ouais, Non, mais chez mais- moi, si j'ai pas une télé HDR, par exemple, si c'est travaillé ouais, en HDR, mais que j'ai pas une télé en HDR, ça fait, ce marche que pas. fait Netflix, c'est qu'il fait une version SDR pour la diffusion SDR des gens qui Oui, n'ont pas. voilà, ouais. Mais Ouais, ouais. Ok. c'est ce que je te dis, c'est leur problème en fait. D'ailleurs, Oui, oui. ils peuvent te demander la version SDR, mais généralement c'est eux qui vont la générer en interne, quoi. Tu leur D'accord. donnes qu'un master HDR et c'est eux c'est ce que je vous ai montré avec Resolve en fait, c'est-à-dire que on se rend bien compte qu'avec un master HDR Dolby Vision ou HDR10+, on génère un master SDR en 3 clics. Voilà. Très bien. Richard, est-ce que tu as une question? Je te sens pensif. Ah, on t'entend pas. T'as pas ouvert ton micro peut-être chez toi, Richard. Ça y est, tu Voilà, m'entends? c'est bon, on Ouais. t'entend. Non, non, j'ai pas de questions spécifiques. Le seul truc, c'est que c'est pas simple c'est pas simple à assimiler et à digérer parce qu'on a tous enfin, on a tous, je pense, des caméras qui sont capables de tourner en HDR. C'est Oui. vrai que j'ai pas tout. D'abord, j'ai jamais tourné en HDR, Hmm. déjà. Et c'est vrai que j'ai pas tout. Il va falloir assimiler de tas de choses pour Hmm. arriver à produire quelque chose. Déjà, c'est déjà suffisamment compliqué entre le 4K, les 4096, les machines, les choses, les WDR et voilà, donc Hmm. mais c'est très intéressant. Hmm. Mais, Après, là, on a vu juste la partie post-prod, hein, il faut aussi être conscient que tourner en HDR, c'est aussi quelque chose. C'est-à-dire que si le HDR, il est pas fait pour filmer quelqu'un habillé en noir devant un mur blanc, hein. Voilà. Mais on est tous oui, chez nous. mais Le HDR, il est pas fait pour voilà, il est fait pour des scènes où il y a effectivement une grande dynamique, où il y a et des points dans l'image qui sont très lumineux et d'autres qui sont beaucoup plus sombres. D'accord? donc ce qui veut dire que si demain on produit un film dans lequel il y a moult scènes et moult images, comment on fait? Ben, Si on ça, est en extérieur, si on est en extérieur et qu'il y a beaucoup de luminosité, il y a de la dynamique et il y a tout ce qu'il faut, donc mhm. ok. Mais si on est en intérieur, on fait quoi? Pas de HDR. Donc on le produit Non, comment ce je dis master pas que, HDR? je dis pas ça. Je dis que excusez-moi, je dis que comment ça s'appelle non, non, le HDR, je pense qu'il peut être utilisé en intérieur. Il peut être utilisé en intérieur, mais c'est pas forcément. Enfin, il faut qu'il y ait du contraste dans l'image. Faut pas forcément qu'il y ait un pâté blanc et un pâté noir. C'est juste ça que je suis en train de dire. D'accord, D'accord? d'accord. Donc ce Voilà. qui veut dire que si on a des images tournées en HDR et d'autres dans le même format mais qui ne sont pas HDR, est-ce que sur Resolve on peut arriver à faire quelque chose pour tourner en Bah, et HDR ou après, pas? il y a un boulot d'étalonnage, ouais. D'accord, ok, Qui n'était pas couvert par ce webinaire en fait. Donc d'accord, avec l'outil HDR qui se trouve, le HDR Tool dans Resolve, il est d'accord, là pour essayer de nous donner la main pour essayer. Toute la problématique de l'étalonnage, là. d'accord, Il va falloir essayer d'uniformiser ces sources HDR et ces sources pas HDR dans la timeline en étalonnage. d'accord. Rebelote, le HDR Tool, enfin les roues HDR et le DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate Gamma, ils sont là pour simplifier exactement ce que tu demandes. D'accord.
D'accord? Ce qui était plus compliqué techniquement à faire avant la version 17, c'était d'uniformiser du SDR et du HDR au sein d'une timeline. Maintenant, c'est la réponse technique à cette problématique. Hmm. D'autres questions? Pas grand monde qui lève la main, donc parmi ceux qui n'ont pas de webcam, euh, effectivement. Donc il se peut que on ait épuisé intellectuellement ceux qui ont le courage de rester jusqu'à la fin. C'était un peu, j'ai un peu accéléré à un moment donné parce que j'ai vu que ça Après, je devait- pense qu'il faut pratiquer, hein, il faut pratiquer Ouais. et utiliser voilà, les outils, avoir quelques sources, quelques images Hmm. HDR, utiliser les outils HDR et puis faire quelques essais Hmm. avec de sorties avec les métadonnées hein, pour jouer. Hmm. Bon, c'est vrai que la plupart des télévisions grand public, tout ce qui est télé UHD, sont à minima HDR10, sinon Dolby Vision, donc ça permet de faire Hmm. des essais et de voir ce que ça donne après Hmm. sur sa Hmm. télé. Comme tu as dit, le meilleur quand tu auras le pire à ce moment-là. Hmm. Ça, on a vu des exemples sur Netflix hein, ces dernières années où Hmm. effectivement, avant qu'ils mettent vraiment un niveau de qualité un peu plus Hmm. exigeant, c'est vrai qu'il y a eu du pseudo HDR qui avait pas trop la gueule du HDR, en tout cas qui était assez abominable, Hmm. mais bon, qui activait les métadonnées HDR sur les télés. Mais alors que maintenant, on sent que voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus maîtrisé au niveau des Hmm. workflows, puisque les résultats, la plupart des séries maintenant et des films sont HDR et ça se voit. Hmm. Et ça se voit vraiment. Si on a la télé qui est capable de le Hmm. restituer, on se rend bien compte du travail Bah, qui a été fait à l'étalo et au niveau du mastering. hmm. Donc ça donne quand même un plus J'ai- incontestable à l'image. J'espère que du coup dans la présentation, ça a été clair que l'étalonnage HDR et l'export HDR sont deux choses différentes en fait. Donc à un moment donné, on étalonne un HDR et on fait que ça et on se focalise là-dessus et on essaye d'avoir des outils et un écran les plus précis possibles pour obtenir ce que l'on veut. Et l'étape d'export, pour la diffusion, pour que ce soit vu, c'est un autre problème. C'est deux choses qui sont complètement décorrélées. D'accord? Donc il y a vraiment comment faire rentrer correctement les choses dans Resolve, les travailler correctement, donc avec le réglage du projet, et ensuite faire les sorties. Mais c'est pas tout ensemble en fait, c'est pas un espèce de boulga en fait. Il y a un moment donné, ce que l'on voit sur l'écran de monitoring HDR, c'est ça que l'on veut. Ça va être notre référence. Bien évidemment, tout le monde ne pourra pas le voir, mais c'est ça, c'est l'intention artistique qu'on voulait avoir. Un peu comme la SD, hein, comme le SDR, à un moment donné, on avait nos écrans de référence REC 709, c'était ça, et puis tant pis si tout le monde avait une balance des blancs en vert ou en magenta, et puis voilà quoi. C'est la même chose. Hein. C'est bien de le préciser et de Ouais. clarifier tout ça. Mmh. Bien, ben, s'il n'y a plus de questions, on va en rester là. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain et un troisième et dernier séminaire de cette série, Mmh. qui sera consacré principalement à Fairlight. Mmh. Et pour ce faire, on fera un petit sondage avant hein, pour essayer d'avoir plus de monde en direct, pour voir quelle est la plage horaire Ouais, qui qui convient le convient le mieux. mieux pour pouvoir assister en direct, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, bah, en semaine et en journée, dans les horaires, bah, tout le monde travaille, en tout cas la plupart d'entre nous, Ouais. et que c'est pas forcément facile d'être disponible à ce moment-là hein, pour assister Mmh. à Mmh. 2 heures de webinaire. Donc on posera la question là pour essayer de caler au mieux les dates du webinaire Fairlight. On fera un petit sondage sur Instagram et Facebook pour voir quelle est la plage horaire qui convient Convient le mieux. à la majorité d'entre vous. En tout cas, merci pour ceux qui étaient là. Ouais, merci Et à puis vous. on remercie Olivier encore une nouvelle fois. Mmh. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine Prochaine. fois, dans quelques semaines. Ça Merci marche. à tous. À Salut. bientôt. Au revoir. Au revoir.